Donc Hélène, est-ce que tu veux faire une petite introduction? Donc Bah Hélène, oui, bonsoir. Donc je suis Hélène Canervé, la directrice action sociale d'Aesio Mutuelle et je suis ravie de vous accueillir avec Nathalie, sur ce dernier webinaire de notre série, qui concerne donc les troubles 10 et notamment l'accompagnement des enfants et des adolescents. Et donc là, dans la fin de progression, on arrive aux aménagements aux examens, que Nathalie va vous présenter aujourd'hui. Et j'espère que vous apprécierez cette session qui sera disponible bien évidemment en replay, comme l'ensemble des 4 derniers webinaires qui sont déjà passés depuis le mois de septembre. Donc, bon webinaire. merci Hélène, merci beaucoup. Alors, je serai accompagnée pour ce webinaire de Valérie Vignier, qui est la vice-présidente d'AP10 91, qui est membre de la fédération. Et je voulais aussi souligner la présence de Laetitia Brancière, qui n'a plus de voix, mais qui a construit le contenu de ce webinaire et qui est là parmi nous et qui pourra répondre par le chat, puisque ça ne lui demandera pas de jouer sur ses cordes vocales. Donc, on est 3 en copilote sur ce sujet qui nous tient à cœur au niveau dans la fédération, les aménagements aux examens, parce que là, pour le coup, on est au cœur de la problématique et de nos besoins, qui sont l'aménagement tout le long de l'année, bien évidemment, mais également au moment si crucial des examens. Alors, on va vous présenter les différents textes et les aménagements possibles. Bien évidemment, pendant une bonne trentaine de minutes, il y aura un quiz pour finir et puis évidemment un temps d'échange le plus important possible puisque, puisque c'est comme ça qu'on a ce contact si précieux et pour préciser les choses également. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les 4 premiers webinaires, je vous rappelle que la fédération, elle fédère l'ensemble des associations qui touchent la dyslexie, la dysphasie, et la dyspraxie, mais également des associations régionales et locales. Donc à peu près 150 associations sur l'ensemble du territoire. C'est essentiellement des familles et des personnes Fini, concernées. 4,5 si c'est Chut, s'il te pas plaît, encore merci. un TP, c'est encore une autre. Alors, n'oubliez pas de couper vos Mmh. micros, s'il vous plaît. Nous sommes le porte-parole institutionnel au plan national dans les ministères de toutes les associations. On est engagé en Europe également. On siège dans différents conseils que vous pouvez connaître, comme le Conseil national consultatif des personnes handicapées, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et divers comités de suivi de l'école inclusive, de l'enseignement supérieur, le défenseur des droits, etc. Et pour finalement traiter nos sujets, nous avons un comité scientifique depuis 2006 et il est composé de 15 experts dont le président est connu pour avoir finalement mis en avant les 10 pour la première fois en France, c'était en 2001, c'est le plan langage et qui était co-animé par Jean-Charles Ringard, donc qui est pour la partie éducation nationale, qui est le président de notre comité scientifique, et Florence Weber, qui était la partie santé à l'époque. Donc ce comité scientifique, il est composé de chercheurs, de personnes de l'éducation nationale, des professionnels de santé, orthophonistes, ergothérapeutes, neuropsychologues et des médecins connus comme Michel Habib à Marseille ou Catherine Billard sur Paris, pas que. Et ensuite, la fédération, sur tout son territoire, elle est connue également pour des points de rencontre institutionnels qui rassemblent familles, professionnels de santé, professionnels de l'éducation ou de la sphère sociale. Ça se passe chaque année, le 10 octobre, c'est un jeu de mots, le 10-10. Souvent, c'est étalé sur une semaine et le week-end pour que les familles puissent se libérer. Vous retrouvez sur notre page internet l'ensemble des associations près de chez vous. Il y a une carte et vous allez voir toute son importance d'avoir des contacts, des relais locaux pour justement vous aider à monter les dossiers, notamment auprès des MDPH. Alors, le sujet des aménagements aux examens, la fameuse égalité, le mot égalité, équité.
Alors, on parle de souvent, vous avez entendu parler d'égalité des chances. Oui, c'est dans la loi, mais la notion d'équité, elle est souvent confondue. On dit, voilà, si on met des aménagements à une personne qui est dyslexique, ça rompt l'égalité entre les personnes. Et ben justement, il faut parler d'équité dans la compensation du handicap ou l'accessibilité à pouvoir accéder à des choses qu'on ne peut pas accéder parce que le handicap l'y empêche. Donc il y a une citation dans le système éducatif qui nomme Albert Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. C'est ce que vivent finalement les personnes 10 quand elles n'accèdent pas à l'anglais, par exemple, elles pensent qu'elles sont bêtes. Quand elles n'arrivent pas bien à écrire, elles pensent qu'elles sont idiotes. Et ensuite, quand elles sont trop lentes pour faire une tâche, elles pensent qu'elles sont différentes et elles en souffrent énormément. Et pour ça, la situation de handicap, elle est examinée par les professionnels de santé, et on l'a vu dans les anciens webinaires, pour justement évaluer le besoin en compensation. Donc, l'égalité équité, c'est quelque chose de très important dans la notion de l'école inclusive. Pardon, j'ai fait un zap. Donc, indissociable sur le plan politique, hein, de la notion d'égalité des personnes et des individus. Et comme je vous le disais, la notion de compensation et d'accessibilité est très importante. Et c'est un droit dans la loi 2005, mais également par rapport à par rapport aux Nations Unies. Donc c'est vraiment la notion importante qui est mal comprise à l'école, avec cette peur de rendre 2 élèves finalement en donnant plus de chance aux dyslexiques, aux dysphasiques, aux dyspraxiques, en lui donnant des compensations par rapport à un autre élève. Là encore, on va espérer que ça marche. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais c'est pas grave. La notion de compensation, elle permet à une personne en situation de handicap de bénéficier de mesures individuelles afin de recevoir l'enseignement auquel elle a droit, au même titre que tous les autres élèves. Et ça, c'est une notion très importante. Il faut souligner que l'aménagement des preuves ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la scolarité. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un droit et que ces mesures individuelles sont nécessaires pour finalement compenser le handicap. Alors, les cadres réglementaires. Alors, ce que je pourrais dire en préambule, c'est, on appelle ça l'usine à gaz, et surtout, c'est quelque chose qui est un carcan, parce que derrière ce carcan réglementaire, il y a toujours dans la tête, et pour les personnes qui sont connectées, parmi les 74 personnes, s'il y a des personnes de l'éducation nationale, veuillez ne pas vous offusquer par rapport à mes propos, mais je pense qu'il faut se détacher de cette notion d'égalité entre les élèves. Quand vous êtes en situation de handicap, vous ne pouvez pas être à égale partie de tous les élèves. Et donc, le carcan de tout ce qui est réglementaire, c'est justement pour éviter, alors je ne sais pas, c'est pour éviter que finalement, les élèves soient, c'est pour, enfin le carcan réglementaire, il est là pour, rendre un peu de l'équité entre les élèves. Mais derrière, les professeurs et les rectorats ou, les directions d'examen, il y a toujours la petite musique, est-ce qu'on privilégie pas un élève par rapport à un autre? Par exemple, je prendrai l'exemple d'un élève qui est donc, dyslexique, qui a besoin donc d'un ordinateur, ou un dyspraxique qui a besoin d'un ordinateur.
quand il est avec finalement sa compensation, il va être un élève qui est aussi bon qu'un autre élève. Et donc, c'est pas parce qu'il a des meilleures notes qu'il va falloir lui enlever cette compensation. Et ça, c'est quelque chose qui nous hante depuis des années à la fédération, parce que quand il y a des bonnes notes, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de compensation. C'est un truc qui vous paraît peut-être stupide, mais c'est ça. Donc là, tout est régi dans le décret du 21 décembre 2001 relatif aux aménagements des examens. Et il y a beaucoup, beaucoup de décrets. Voilà, c'est peut-être un truc à- Donc, dans les cadres réglementaires, vous avez le cadre général de l'organisation des examens et des concours pour les candidats. Donc là, c'est des quelques références à la loi 2005 sur l'égalité des droits et des chances. C'est surtout l'égalité des chances qu'il faut que vous reteniez. Et le droit à la compensation par rapport à votre besoin qui est lié à votre handicap. Donc l'égalité des chances, c'est oui, et puis équité entre les candidats. Elle s'applique à tous les examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. Et comme tous les modes d'évaluation, vous avez tout ce qui est contrôle continu et tous les modes d'acquisition comme des unités des UC ou des VAE. Donc, elle s'applique partout. Et alors, comme le diable se cache derrière tous ces textes, il y a des règlements aux examens qui contrecarrent finalement, comme par exemple supprimer la calculatrice dans tel ou tel examen parce que c'est marqué comme ça. Et donc, on lutte avec le défenseur des droits justement pour rétablir cette égalité de chance d'un élève par rapport à un autre. Mais bon, alors ensuite, donc c'est ce que je vous disais, donc pour tous les modes, concerne tous les modes d'évaluation. Donc en gros, il faut que vous reteniez qu'il n'y a pas que l'examen à la fin, il y a aussi le contrôle continu où les adaptations doivent être mises en place. Alors, toujours dans les textes réglementaires, les types d'aménagement autorisés. Donc, il y a les conditions de déroulement des épreuves de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines appropriées à leur situation, l'adaptation des supports. Donc, souvent, en France, la première adaptation qui est proposée pour les examens, c'est le tiers-temps point final. Beaucoup de personnes ne connaissent pas toutes les possibilités justement pour aider le jeune à passer les examens de manière équitable par rapport à notre élève et pour ne pas rompre ce fameux principe de perte de chance. Donc, l'adaptation matérielle, la majorité du temps imparti, qui est pour souvent prénommé tiers-temps. Vous allez voir qu'il faut faire attention sur ce fameux tiers-temps. Valérie vous dira les pièges à éviter. Ensuite, il y a la conservation durant 5 ans des notes et des épreuves ou des unités obtenues lors des examens, ainsi que le bénéfice acquis obtenu dans le cadre de la procédure de validation des acquis d'expérience. Donc, ça c'est important. Vous pouvez aussi maintenir des notes inférieures à 10 dans certains examens parce que finalement, vous considérez que cette note, au moment du redoublement, c'est une très bonne note et que finalement, vous préférez la maintenir. Et ça, c'est possible quand vous avez bénéficié d'adaptation aux examens. L'étalement sur plusieurs sessions de passage des épreuves, c'est-à-dire passer le bac sur 2 ans au lieu de 1, par exemple, c'est un exemple. Et ensuite, l'adaptation d'épreuves et surtout de dispense d'épreuves. Alors ça, on le verra, les adaptations d'épreuves, par exemple pour le brevet, mais pas que. Et les dispenses d'épreuves qui est possible en fonction de la situation du handicap. Alors, l'organisation, là, je vais passer la parole à Valérie. Alors, je vais passer la main. Hop, c'est bon Valérie, je te passe la main.
Tout d'abord, bonsoir. Et donc, moi, je vais enchaîner sur l'organisation des examens pour les apprenants en situation de handicap. Nathalie a dressé maintenant le cadre réglementaire. Moi, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails et on va commencer, si ça marche. Oui, ça a l'air de marcher, tant mieux. Donc, je vais commencer par parler avec vous des procédures. Alors, depuis le décret de 2020, suivi d'une circulaire du 8 décembre 2020. Maintenant, à partir de cette période, donc, les demandes d'aménagement aux examens vont devoir passer par 2 types de procédures. Alors, soit vous répondez à la première procédure qui est, elle, simplifiée, soit vous êtes considéré, votre enfant, en tous les cas, relève de la procédure complète que je vais commenter ensuite, dans un second temps. Alors, cette procédure simplifiée, elle est destinée et elle concerne uniquement les candidats qui ont déjà des adaptations et des aménagements pédagogiques dans le cadre de leur scolarité. Ces aménagements et ces adaptations pédagogiques, elles relèvent soit d'un PAP, éventuellement d'un PAI, et plutôt parfois d'un PPS pour des enfants qui ont une reconnaissance de handicap auprès de l'AMDPH. Il faut également que ce dispositif, enfin ces dispositifs, que ce soit le PAP, le PAI ou le PPS, aient fait l'objet d'une validation par un médecin d'éducation nationale dans le cadre d'un cycle 4, du cycle 4, donc entre la 5e et la 3e, ou lors de la classe de seconde pour les élèves qui sont au lycée et en cycle terminal. Ensuite, si éventuellement, alors je fais juste une petite parenthèse, il se trouve, et vous le savez sans doute peut-être tous pour le vivre au quotidien, il y a de moins en moins de médecins à l'éducation nationale, donc effectivement, il y a notamment des rectorats qui passent outre cet avis du médecin de l'éducation nationale, en tous les cas pour revalider par exemple le PAP. Moi, je suis dans le département dans l'Île-de-France, dans le 91, et nous, par exemple, on dépend de l'Académie de Versailles, et l'Académie de Versailles, aujourd'hui, considère que dans les dossiers, on n'est pas forcé d'avoir revu le PAP de l'élève, enfin, qu'il n'a pas été forcément revu par un médecin d'éducation nationale. Voilà, j'espère que je suis claire. Sinon, n'hésitez pas à me reposer des questions tout à l'heure. Je vais essayer d'avancer. Hop, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Alors, la procédure complète, elle s'adresse à des candidats qui ne bénéficient pas d'adaptation, donc qui n'ont pas de PAP, de PAI, de PPS durant l'année scolaire, donc qui n'ont pas d'aménagement dans le cadre de leur scolarité. En revanche, les candidats qui bénéficient, eux, d'adaptation, d'aménagement, comme je viens de l'évoquer, qui pourraient bénéficier d'une procédure simplifiée, mais qui demandent, dans le cadre du passage des examens, on va dire des adaptations, enfin des aménagements dont ils ne bénéficient pas pendant l'année, dans ce cas-là, eh bien, ils relèvent de cette procédure complète. Là, on voit bien la distinction entre la procédure simplifiée qui est vraiment en cohérence avec ce qui est proposé à l'élève pendant l'année comme aménagement ou comme adaptation. Mais là, la procédure complète, c'est vraiment dans le cas où vous demandez, par exemple, pour être un peu plus clair ou plus précise, par exemple, votre enfant bénéficie durant l'année du tiers-temps. Mais en revanche, par exemple, excusez-moi, là, je suis un peu en difficulté. Là, j'ai un peu de mal à me tenir comme il faut, là, et à parler, dire ce Par que exemple, n'a pas de scripteur. Voilà, ou de scripteur, par exemple. Là, pour le coup, vous pourriez demander effectivement un scripteur, mais il faudra, comme vous sortez des habitudes et de ce qui est mis en place pendant l'année pour votre élève, enfin pour votre enfant, et bien dans ce cas-là, vous devrez remplir un dossier beaucoup plus détaillé. Par exemple, si vous demandez un scripteur, c'est un très bon exemple en effet, le scripteur, ça nécessitera de prouver que votre enfant a besoin de cet accompagnement-là
au moment de l'examen. Donc, ça nécessitera d'avoir à la fois des éléments de preuve pour étayer votre dossier dans le domaine de la pédagogie, donc peut-être trouver du soutien du côté de l'établissement et des enseignants qui accompagnent votre enfant, qui l'ont en cours. Ça pourrait être, par exemple, d'avoir des éléments pour dans le domaine médical ou paramédical, un soutien soit sous forme de bilan, soit sous forme de courrier ajouté au dossier de la part de l'orthophoniste, de l'ergothérapeute, par exemple, qui suit votre enfant dans le cadre de son suivi extérieur. Et puis, on pourrait imaginer aussi le médecin traitant qui pourrait ajouter, ou un médecin spécialiste qui pourrait ajouter peut-être un commentaire pour étayer votre dossier de demande d'aménagement particulier. Voilà. Ensuite, donc, on a également des situations qui peuvent être plus ponctuelles, une aggravation, ou en tous les cas avec une gradation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous constatez, ou l'environnement médical constate qu'il y a une aggravation de la situation de l'enfant. Donc, à ce moment-là, on peut aussi prévoir de demander, ou de construire une procédure complète pour pouvoir étayer et demander plus d'aménagement en fonction de la situation et de l'aggravation de la situation de l'enfant. Mais ça peut être évidemment aussi ponctuellement, et là on sort un peu des troubles 10, mais ça peut être aussi une limitation temporaire. Par exemple, on se casse un bras ou une jambe, etc. Voilà, on ne peut pas faire les activités, on ne pourra pas passer les épreuves de PS si on se casse une jambe. Si on a un bras cassé, évidemment, ça limitera aussi le passage de l'examen, en tous les cas dans des conditions normales. Donc à ce moment-là, il faudra prévoir de faire une demande, et là, on rentre dans le cadre de la procédure complète. Voilà, donc, ah mince, c'est revenu en... Mince. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on est revenu Alors là, vous avez un extrait, par exemple, pour la procédure complète. Là, vous avez un extrait, c'est assez intéressant parce que là, vous pouvez voir comment est disposé, comment est organisé. C'est un extrait sur la partie inférieure. Vous avez un extrait du formulaire qui vous est proposé. Alors là, vous voyez que ça se présente sous forme de colonnes. Vous avez une première colonne qui est réservée à la famille ou au candidat s'il est majeur. Ensuite, vous avez une deuxième colonne. Je vais peut-être passer la souris comme ça. Donc, la deuxième colonne qui est ici, donc, qui permet à l'équipe pédagogique de donner son avis sur la demande initiale de la famille ou du candidat qui se trouvait dans la première colonne. Ensuite, vous avez une troisième colonne où vous avez l'avis du médecin désigné par la CDAPH qui va donc valider ou non, en tous les cas, émettre un avis sur votre demande. Et enfin, la dernière colonne va être réservée à la décision de l'autorité administrative. Et là, donc vous avez un code, une codification. Et donc là, à chaque fois, à chaque demande particulière, c'est-à-dire à chaque item, à chaque ligne, vous aurez 3 validations consécutives. Et donc, évidemment, il faut passer ces 3 étapes. Ça veut dire que l'équipe pédagogique doit valider, bien évidemment, votre demande, puis celle du médecin, puis celle de l'autorité administrative, qui est la seule qui va, évidemment, compter au final. C'est-à-dire que c'est peu importe l'avis final, mais c'est vraiment l'autorité administrative qui aura le dernier mot. Et c'est en cas de difficulté, c'est celle-là qu'il faudra éventuellement, pour lequel il faudra éventuellement formuler un recours. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça me paraît complet. Je vais passer à la suite. Alors, pourquoi ça ne veut pas se... J'ai un problème à chaque fois. Alors, c'est moi qui ai la main là maintenant, puisque c'est ok, moi qui vais parler de... En fait, vous allez trouver sur le site de la Fédération beaucoup d'articles sur les aménagements aux examens. Vous en avez 2 sortes, soit un commentaire sur la publication d'un décret, donc qui donne l'avis de la Fédération, et puis ensuite, de manière périodique, une fois
par an, vous avez des alertes sur le site de la fédération qui vous dit si vous avez des refus, contactez-nous. Donc là, c'était juste pour vous dire qu'on avait émis un avis quand la procédure, les fameuses procédures qui viennent d'être décrites, notamment la simplifiée, qui est une avancée en soi, sauf que si le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé ou le projet personnalisé de scolarisation, le PPS, ne sont pas rédigés, du coup, ça veut dire que ça ne va pas coller. Et donc, du coup, c'est pas bon. Donc, on était très inquiets que le fait qu'il n'y ait pas ces fameux concordances de l'application tout le long de l'année, plus des rédactions de documents qui permet de bénéficier d'une simplification, c'est-à-dire pas refaire des dossiers et de pouvoir directement avoir ces aménagements. On était assez inquiets. C'était continuer à être la loi du parcours du combattant. Donc, c'était juste pour vous signaler que vous avez plein d'avis qui disent oui, voilà, les textes, ils disent ça, mais attention, sur le terrain, ça ne se passe pas vraiment, malheureusement, comme ça. Donc, je vais redonner la main à Valérie qui va poursuivre sur les autres phases qui sont donc la procédure complète, qui est finalement pas si simple que ça, puisqu'il faut fournir beaucoup de documents. Voilà, Valérie, tu as la main si tu appuies sur la flèche en bas. Ok, merci. Juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que ce qui paraît important pour les familles, c'est de savoir que ce qui n'apparaît pas par écrit dans le PAP, dans le contenu du PAP ou dans le PPS, n'existe pas pour l'administration. C'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper et avoir en tête que tout ce que vous allez, tout ce qui est mis en place pendant l'année comme aménagement, même le plus petit aménagement, on vous conseille vivement de le notifier de le faire notifier dans le PAP ou le PPS, parce que justement, à un moment donné, peut-être que cet élément-là, ou c'est la combinaison d'un certain nombre d'éléments, en tous les cas de preuves sur les aménagements qui sont mis en place, les adaptations pédagogiques qui sont mises en place en classe pour votre enfant, vous serviront peut-être à argumenter aussi pour un aménagement futur dans le cadre d'un examen. Donc, il faut vraiment penser, alors c'est vrai que ça peut être une gymnastique parfois un peu compliquée, mais on vous conseille vivement de le faire parce qu'après, en effet, ça peut servir d'argument. Alors, pour la procédure complète, cet argument tient aussi pour la procédure complète. Hein. Alors, la procédure complète va concerner donc un dossier de demande d'aménagement qui doit être, comme son nom l'indique, complet. Donc, on va exiger dans ce cas que vous ayez un certain nombre de pièces à joindre au document. Le formulaire lui-même, il ne change pas vraiment, hein, il a à peu près la même présentation. En revanche, ce qui va différer, c'est vraiment le contenu de ce qu'on va vous demander. Et là, on va vous demander de présenter un certain nombre de bilans, médicaux, paramédicaux, bilan orthophonique, bilan en ergothérapie. Par exemple, le bilan en ergothérapie pourra servir si votre enfant demande à utiliser l'ordinateur, par exemple. Le bilan d'orthophonie va servir pour des enfants qui sont dyslexiques, dysphasiques. Voilà, il y a un certain nombre. Et puis, peut-être éventuellement d'autres types de bilans. Ça peut être, par exemple, bilan psychologique si votre enfant est suivi, s'il a une particularité, s'il a des troubles anxieux, etc. Enfin, voilà, tout ce qui peut permettre de comprendre la situation de votre enfant et lui permettre d'obtenir les aménagements que vous allez demander dans ce cadre-là, sont à joindre à ce dossier. Donc là, il faut savoir que les bilans qu'on vous demandera peuvent être je crois que c'est 3 ans, oui, c'est moins de 3 ans. Hein, moins de 3 ans. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. C'est moi qui ne manipule pas comme il faut. Je vais tout... Non, bon. Je suis désolée. Hop. Je repars, je recommence. Voilà, donc je vous ai parlé des bilans donc, médicaux, paramédicaux, mais évidemment, pour étayer votre dossier, il peut être aussi intéressant d'obtenir
des enseignants, des documents qui vont aussi appuyer votre demande. Alors, sur la procédure complète, donc on constitue le dossier de demande, des conditions d'examen conformément à la procédure académique à l'aide du formulaire national. Ça, je vous l'ai déjà montré en extrait tout à l'heure, même si c'était pour la procédure simplifiée. C'est un document qui doit vous être remis par le chef d'établissement ou quelqu'un qui fait partie de la direction de l'établissement ou via le professeur principal. Et le professeur principal va remplir au nom de l'équipe pédagogique l'appréciation au même titre qu'on peut le faire dans le cadre de la procédure simplifiée. Donc, cette équipe va émettre un avis sur les aménagements des conditions d'examen demandées conformément à la réglementation en vigueur, en cohérence avec les adaptations mises en place sur le temps scolaire. Alors, évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit que la procédure complète pouvait concerner des élèves qui n'avaient pas d'aménagement. Donc là, pour le coup, peut-être qu'il y a des aménagements, mais qui sont officieux. Ça peut arriver dans certains cas, on le rencontre parfois. Mais ça peut être évidemment des enfants qui n'ont absolument aucune aide, aucune adaptation durant leur cadre, durant leur scolarité. Alors, pourquoi ça ne veut pas passer là? C'est pénible, j'ai du mal. Alors, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé hors contrat ou qui suivent leur scolarité via le CNED ou qui sont des candidats libres, eux devront passer obligatoirement par la procédure complète. Et s'ils bénéficient effectivement d'un PAP, d'un PPS ou d'un PAI, ils devront joindre les documents justificatifs à leur demande d'aménagement. Le candidat, s'il est mineur, donc ses parents, ses représentants légaux qui constitueront le dossier de demande, et donc ils l'enverront directement à l'autorité académique. Voilà. Alors, le calendrier. Alors là, il faut vraiment... alors là, il y a des changements effectivement liés à ces nouvelles procédures. En effet, toute demande doit être effectuée avant la date limite d'inscription à l'examen. Bon, ça, c'était la même chose auparavant. Mais ce qu'il faut retenir en particulier sur ces nouvelles procédures, c'est que cette demande d'aménagement est réalisée l'année précédant l'inscription à l'examen. C'est-à-dire, par exemple, l'enfant qui va passer son brevet en fin de troisième, en classe de troisième, donc vous aurez à remplir ce document de demande d'aménagement, vous aurez à la formuler lorsqu'il sera en quatrième, donc l'année qui précède le passage du brevet. Donc ça, c'est un élément important. On nous dit évidemment, enfin, en tous les cas, les textes nous disent que cette demande devra être formulée dans le courant du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours, donc en quatrième. Dans les faits, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de la direction de votre établissement pour vraiment vous caler sur les dates qui sont imposées par le rectorat dans lequel dans lequel votre enfant est scolarisé. Pour les élèves de lycée, donc les premières épreuves du bac ont lieu en classe de première et ensuite en terminale. Donc, il faut considérer que la demande d'aménagement sera à formuler en classe de seconde, quel que soit le baccalauréat que votre enfant aura à passer. Donc, la demande d'aménagement est réalisée l'année de l'inscription à l'examen. Et pour les autres examens, à la date limite d'inscription à l'examen. Et pour les concours, c'est la même chose. J'espère que ça va marcher cette fois. Voilà. Et pour les BTS, les DCG et les DSCG, là, les candidats déposent leur demande de préférence au moment de l'inscription à l'examen. Et pour les concours, c'est toujours très particulier. Là, il faut vraiment s'adresser aux organisateurs du concours en particulier parce qu'il peut y avoir des
il peut y avoir des variantes suivant le type de concours. Ensuite, tous les examens, pour les examens, donc les candidats dont la situation de handicap est constatée lors de l'année d'examen ou qui ont connu une aggravation de leur situation, comme on le disait tout à l'heure, ou qui ont eu un accident et qui sont temporairement gênés par l'utilisation de leur membre supérieur, notamment, par exemple, pour écrire, eh bien, dans ce cas-là, là, il faudra effectuer la demande au moment où la situation est constatée. Et dans ce cas-là, évidemment, ce ne sera pas forcément l'année d'avant. Ce sera peut-être quelques mois avant l'examen. Voilà, mais ce sont des situations particulières. Alors, tout à l'heure, j'ai déjà évoqué la décision de l'autorité administrative. L'autorité administrative est compétente pour organiser l'examen ou le concours et elle décide des aménagements qui seront accordés. Alors évidemment, elle va prendre appui sur la décision du médecin, enfin sur l'avis du médecin, pardon, mais elle va prendre aussi appui sur l'appréciation qu'aura émise l'équipe pédagogique. Mais c'est elle qui va décider au final d'accorder ou non ces aménagements. Elle notifiera donc au candidat dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande ou de l'avis du médecin. Et donc, cette notification vous sera en principe transmise via la plateforme Cyclades. Donc, en principe, l'établissement vous fournit un code d'accès à cette plateforme et vous pouvez récupérer sur cette plateforme le document notifié qui précise quels sont les aménagements qui seront accordés à votre enfant. Et sur cette notification, il sera fait mention également des délais et des voies de recours pour pouvoir éventuellement discuter et faire un recours pour pouvoir obtenir des aménagements qui vous seraient refusés, soit totalement, soit partiellement. Alors justement, en cas de refus d'aménagement, surtout ne pas paniquer, ça arrive. On peut vous refuser 1 ou 2 aménagements ou plus, ou la totalité, mais dans ce cas-là, surtout ne pas se démobiliser. Il faut surtout aller faire un recours, ça paraît tout à fait envisageable dans la mesure où si vous êtes dans votre bon droit, si vous avez monté votre dossier, si votre enfant a des aménagements où il y a droit, eh bien vous pouvez tout à fait envisager de faire un recours administratif. Donc il en existe de 2 types. Le recours gracieux, qui est adressé à l'administration, donc qui a rédigé la notification. Donc, ça sera par exemple le rectorat si vous êtes en province, mais si vous êtes en région parisienne, ça sera le SIEC, qui est l'organisme qui s'occupe d'organiser l'ensemble des examens et des concours, et certains concours. Donc, dans ce cas, vous avez normalement sur la notification l'ensemble des informations qui vous permettent de contacter votre interlocuteur. Donc, ça sera évidemment en version écrite. Bien évidemment, il faut construire un dossier, mais ça paraît absolument pas infranchissable. Et on voit bien, nous, on le sait en tant qu'association locale, que les parents hésitent à faire ces recours, parce qu'ils s'imaginent que ça va déboucher sur un refus ou sur finalement une perte de temps. Mais au contraire, moi, je vous invite vraiment à aller au bout de ces démarches parce qu'en fait, on le voit, nous, les peu de parents font cette démarche, mais en fait, lorsqu'ils la font, bien souvent, j'ai envie de dire la plupart du temps, on obtient gain de cause parce qu'on apporte les justifications, on essaie, et puis nous, en tant que Fédération française des 10, maintenant depuis pas mal d'années, on a mis au point on va dire, un accompagnement des familles pour justement leur permettre d'obtenir gain de cause auprès de l'autorité administrative et faire reconnaître les droits des enfants pour qu'ils puissent passer ces examens avec les aménagements dont ils ont besoin. Donc, il y a un autre recours qui est le recours hiérarchique qui arrive après le recours gracieux. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails, mais sachez que de toute façon,
il y a des procédures et qu'il faut absolument faire respecter le droit de vos enfants dans ce cadre-là. Alors, l'organisation des examens. Ah mince, là je crois que j'ai pris ta place, Nathalie. Je reviens en arrière parce que là on passe au ou alors j'ai sauté un Alors, ouais, on en est à l'agriculture. recours gracieux, tout va Voilà, et je bien. pense qu'après, voilà, on a un petit, tu dois avoir 1 ou 2 slides sur l'agriculture, je crois. Non? D'accord. Ça, c'est l'enseignement supérieur, non? Ah oui, pardon. Alors j'ai loupé Vas-y, un. je garde la main, j'appuie sur le bouton. Ah, ok, bon, comme tu veux. Vas-y. Alors, donc, l'enseignement supérieur, donc, on a un décret donc, qui date de novembre 2021 relatif à l'organisation des classes préparatoires aux grandes écoles et à la continuité des aménagements des épreuves des examens au concours ou des concours de l'enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap. Donc, les enfants 10, évidemment, relèvent aussi de cette situation et donc, on peut tout à fait déposer des demandes d'aménagement avec une procédure simplifiée pour les candidats au concours bénéficiant d'aménagement au baccalauréat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une espèce de portabilité, une sorte de portabilité qui vous permet, une fois que vous avez obtenu des aménagements, alors je vais revenir peut-être un petit peu en arrière, le premier examen que passent nos enfants en principe, c'est le DNB, le brevet des collèges. Donc, s'ils ont eu des aménagements, ils ont obtenu des aménagements dans ce cadre-là, ils peuvent tout à fait justifier au moment de passer le bac, de présenter leur notification pour montrer les aménagements qu'ils ont obtenus au moment du brevet. Ça, c'est un élément que vous pouvez joindre aussi à votre dossier. Et évidemment, lorsque l'enfant, le jeune a passé le baccalauréat ou un autre examen et qu'il continue sa scolarité, il peut tout à fait présenter les précédentes notifications qui prouvent les aménagements qu'il aura obtenus aux examens précédents dans le cadre du passage d'un BTS, par exemple, ou bien d'une licence, ou s'il est dans une école particulière. Dans ce cas-là, ça peut être l'examen spécifique dans l'école où il suit sa formation. Voilà. Donc, il y a vraiment, ça, il faut l'avoir en tête. C'est assez récent, puisque ça remonte à 2021, mais la portabilité des aménagements est tout à fait possible. Et donc, moi, je vous invite vraiment déjà, d'une part, à conserver précieusement l'ensemble des documents qui vous sont remis, de les conserver et de pouvoir justement les présenter au moment où vous reformulez une demande d'aménagement. Voilà. Même s'il y a une rupture de scolarité, peu importe. Voilà, même quelle que soit la situation, conserver ces documents, ils peuvent être utiles pour une reprise d'études, etc. On a beaucoup de jeunes, par exemple, qui s'interrompent et puis qui reprennent derrière. Donc là, il faut vraiment conserver ces documents qui peuvent être utiles. Alors, juste les concours, c'est la même situation, mais effectivement, c'est plutôt particulier. Donc là, il faut vraiment se référer au règlement des concours pour savoir un petit peu comment s'organisent les choses. Mais là aussi, j'insiste, que ce soit des concours de la fonction publique, que ce soit des concours aux grandes écoles, que ce soit écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et autres, les aménagements sont tout à fait possibles. Bien évidemment, et donc il faut là aussi constituer un dossier suffisamment étayé. Mais là aussi, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à nous contacter, de contacter la FF10, puisqu'on pourra vous donner des informations peut-être plus précises. Mais ça se prépare et c'est tout à fait envisageable. En tous les cas, nous, on vous invite vraiment à le faire. Voilà. Alors, je reprends la main. Merci. Vraiment, ce que vous devez retenir, c'est que plutôt vous avez un plan d'accompagnement personnalisé bien rempli, des aménagements aux examens demandés dès le brevet et pour le bac, mieux c'est pour après. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir parce que c'est des choses qui vont perdurer dans le temps.
Alors, je vais vous parler, je fais un petit focus sur l'enseignement agricole qui était très agile finalement, qui accueille pas mal d'élèves en situation, finalement, en troubles spécifiques des apprentissages et du langage. Donc du coup, c'est un milieu qui avait déjà mis beaucoup d'adaptation et qui a, grâce à des personnes très investies dans ce ministère, avait formé pas mal les enseignants pour justement adapter, aménager et rendre accessible finalement l'apprentissage. Donc vous avez une note qui date de 2022 qui précise les choses. Donc, alors attendez, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, vous avez la demande d'aménagement classique, le formulaire confidentiel et les instructions pour les secrétaires et les assistants. Donc, à peu près, ça rejoint un peu les grandes lignes de l'éducation nationale. La particularité dans l'enseignement agricole, c'est que il n'y avait pas de médecin scolaire attitré et que l'entrée dans les fameux plans permettait de ne pas avoir ce goulet d'étranglement qu'on vit dans l'éducation nationale, qui est qu'il faut le visa du médecin scolaire pour pouvoir valider un plan d'accompagnement personnalisé. Donc l'enseignement agricole avait été très agile là, sur ce point-là. Je crois qu'il y a eu des précisions pour aligner les deux ministères. Et donc on a quand même de nouveau la lourdeur des bilans datés de moins de 2 ans. Enfin voilà, donc, mais bon, moyennant quoi, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans l'enseignement agricole. Donc, vous avez les différentes notes de service qui précisent justement ce qui peut être réalisé, notamment pour les devoirs, finalement les sujets, que ces sujets doivent être adaptés. Par exemple, pas d'italique, sauf pour les non scientifiques et non latins, pas de souligné qui peut perturber certains élèves. Vous avez les lettres en majuscules. Vous savez que quand vous écrivez en majuscules, c'est pas la même façon d'écrire, on va dire par exemple, le A ne s'écrit pas pareil, hein. Les interlignes bien aérées, ce qui peut aider pour certains 10. Puis la présentation de tableaux qui permet finalement de mieux se repérer au niveau de l'œil. Voilà. De griser une ligne sur 2, ça peut aider. Mais tout ça, finalement, aide tout le monde. Et vous comprendrez bien que si finalement c'est appliqué, ça aide finalement surtout et évidemment les personnes qui ont des troubles des apprentissages et d'autres. Alors, Valérie, il est 47, on est un petit peu en retard. On a On quelques peut mettre, exemples, ouais. tu me compléteras, je prends la même et tu me compléteras, ça permet que je passe la souris. Donc la fameuse majoration de la durée de l'épreuve, le fameux tiers-temps qui doit être demandé quand il y a besoin pour un dyslexique par exemple, un dysphasique qui a besoin de se relire, il a besoin un peu plus de temps. Et également quand l'utilisation de l'ordinateur demande un peu plus de temps pour justement taper, pour faire des choses sur l'ordinateur. Donc c'est pas parce que l'élève a bien fonctionné tout le long de l'année, qu'il a des bonnes notes, que le tiers-temps saute, parce que tout simplement il a l'ordinateur et que ça devrait suffire. Donc l'ordinateur et le temps majoré est quelque chose d'important à obtenir, pardon. Et elle est indispensable justement quand il y a une aide humaine pour pouvoir mettre en place la communication, échanger avec l'aide humaine le jour J. Et pour l'aide technique, je viens de le préciser. Donc, est-ce que tu veux préciser, Valérie, le Moi, ce que je piège voulais du juste, je veux, système de temps? ouais, alors Exemple, juste, piège, vas-y. oui, alors ce que je voulais préciser par rapport au tiers-temps, effectivement, il est indispensable sur les PAP, les PPS, de formuler clairement que vous demandez la majoration, enfin un temps supplémentaire, et préciser qu'il s'agit d'un tiers-temps.
Pourquoi? Parce que on a remarqué déjà depuis pas mal d'années que parfois, lorsque ce n'est pas précisé, eh bien, l'autorité administrative octroie, ou l'avis, ou par avis du médecin, il est octroyé un 6e de temps, ce qui est absolument ridicule et qui n'est absolument pas intéressant pour un élève 10. Donc, il faut demander un tiers-temps, il faut que ce soit bien précisé dans les documents. Et autre commentaire, même si votre enfant ne l'utilise pas, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre scolaire, souvent, les enseignants disent: «Ah ben non, moi je ne peux pas le mettre en place parce que ben, l'heure d'après, si on fait une interro en histoire, l'heure d'après, c'est le cours de maths et on ne peut pas empiéter sur le cours de maths». Donc peu importe, mais il faut que ce soit précisé dans ce cadre-là. Après, votre enfant peut peut-être bénéficier pendant sa scolarité d'autres types d'adaptations au moment des évaluations, par exemple réduire le nombre d'exercices. Ça, c'est des choses qu'on ne pourra peut-être pas forcément faire sous cette forme-là au moment du passage de l'examen. Mais en revanche, en demandant le tiers-temps, il sera octroyé de façon systématique, quoi. Donc, demandez-le et surtout que ce soit bien précisé dans les documents. Ça paraît important. Et même si votre enfant ne l'utilise pas, donc pendant l'année, mais même dans le cadre des évaluations qui lui sont proposées, si par exemple, il y a des devoirs sur table et qu'on lui propose, qu'on lui met en place un tiers-temps, ce qui peut se passer dans le cadre des devoirs sur table, par exemple, ou des examens blancs, et même s'il ne l'utilise pas dans ce cadre-là et qu'on vous fait la remarque, peu importe, insistez pour que ce soit noté dans les documents. Après tout, même le jour de l'examen, s'il n'est pas à même d'utiliser l'ensemble de ce tiers-temps, eh bien, peu importe, peut-être qu'il l'utilisera dans une matière, peut-être pas dans une autre. Voilà. J'ai fini. Donc, le tiers-temps, il se demande pour l'épreuve écrite, pour passer l'épreuve orale, pour préparer l'épreuve orale, pour l'épreuve pratique et pour… voilà, on peut le demander et il faut le demander de manière précise. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le tiers-temps, c'est pour les épreuves écrites, pour les épreuves orales, pour la préparation de l'oral. Tout ça se précise bien dans les demandes d'aménagement aux examens. Ensuite, le secrétaire lecteur. Donc, un secrétaire lecteur, il lit à la place du candidat, ce qui permet pour quelqu'un qui a un trouble du langage de la lecture, on va dire, il va gagner du temps en lisant, en fait, à la place. Sinon, il va perdre son temps, il va surtout s'épuiser à lire et du coup, il risque de ne pas comprendre la consigne. Donc là, le secrétaire lecteur, c'est pour gagner du temps quand on est dyslexique, par exemple, mais pas que. Et ensuite, il y a le secrétaire scripteur. Et à celui qui… Donc, d'où l'idée de demander des fois les deux, un lecteur et un scripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui lit et quelqu'un qui écrit sous la dictée de la personne. Mais cet assistant, on peut spécifier son rôle et c'est précisé dans les aménagements. Par exemple, je vous mets tout qui défile là, mais par exemple, excusez-moi, c'est parce que quand on clique trop vite, ça passe à la fois. Donc, par exemple, la reformulation des consignes, séquençage des consignes complexes, explication des sens seconds et métaphoriques, très important pour les dysphasiques, par exemple. Et ça se demande de manière précise, c'est-à-dire qu'on demande qu'un assistant fasse une description, une représentation iconographique. Voilà, donc ça se précise dans la demande pour justement, parce que c'est un besoin, pour pouvoir recentrer le candidat, notamment pour le TDAH, gérer les doubles tâches, l'impulsivité. Donc ça se demande au moment de passer l'examen. Et ensuite, on passe à l'ordinateur, qui est très important pour ceux qui ont pris en main finalement ce matériel spécifique. Donc, en règle générale, par exemple, l'utilisation de son propre matériel pour avoir les logiciels ad hoc, c'est-à-dire ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais alors, il faut faire attention dans certains
examen, il y a des logiciels qui ne peuvent pas être autorisés. On a eu l'exemple pour passer le concours de prof de sport, par exemple, seul Word, le correcteur Word a été autorisé. Ça veut dire que le diable se cache dans les règlements aux examens. Mais en règle générale, ça peut passer, enfin ça passe pour justement passer le bac sereinement. Donc quand le candidat ne peut pas apporter son matériel, l'autorité académique met à disposition du candidat. En règle générale, il vide complètement l'ordinateur de la totalité des dossiers pour justement pour pas qu'il y ait de tricherie, en gros, et pas de connexion Internet possible. L'utilisation de la calculette est autorisée et la demande de support d'examen sous forme numérique modifiable est aussi possible. Donc, pour les épreuves orales, là, on a par exemple la liste pour le bac de français qui peut être réduit du nombre de textes. Beaucoup de personnes oublient de le demander. C'est une possibilité. Au lieu d'avoir 10 textes, vous n'en avez que 5, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui se demande. C'est-à-dire qu'on vous évalue sur 5 textes, on va vous interroger, vous allez être pioché sur une épreuve à l'oral pour le bac de français, par exemple, là-dessus. Ça se définit avec le prof de français, hein, dans chaque établissement. Mais normalement, dans les textes, il y a, je ne sais plus si c'est 15 ou 12 textes en fonction de la base du nombre de textes qui est... Mais c'est quand même significatif, donc c'est vrai que c'est intéressant pour l'élève qui passe le bac de français de bénéficier de cet aménagement. Pour les candidats qui ont des problèmes, des troubles du langage oral, pour certains, notamment la dysphasie, les troubles ou le bégaiement, il vaut mieux que l'épreuve se passe à l'écrit qu'à l'oral, quoi. Voilà. Donc, mais ça pareil, ça peut se faire. Par exemple, il y a un exemple sur le bac technologique dans l'enseignement agriculture où c'est possible, ça. Alors, les dispenses de langue. Alors, il faut savoir que les textes sont très précis. Les troubles comme la déficience auditive, déficience du langage écrit, la déficience du langage oral, donc les troubles sont bien décrits dans les textes. Et il y a la possibilité d'une dispense partielle de l'épreuve de langue 1. Alors souvent, les gens prennent l'anglais, mais ça peut être l'espagnol, hein, votre langue 1, c'est le choix, choisissez votre langue. Et ensuite, la langue numéro 2, qui est difficile pour certains d'apprendre tout court une langue, elle peut être totalement dispensée ou partiellement. Alors, quand on dit partiellement, c'est qu'on va adapter le passage. Alors, soit on interroge qu'à l'oral ou qu'à l'écrit. Donc, on adapte l'expression, la compréhension. Donc, tout ça est à, voilà, des exemples comment demander des dispenses, mais il faut retenir une langue numéro 1, que vous choisissez l'espagnol, l'italien ou l'anglais, ne peut pas être totalement dispensée. Elle est adaptée, mais par contre, la langue numéro 2 peut être totalement dispensée. On peut imaginer, par exemple, de passer que l'écrit ou que l'oral. Par exemple. Adaptation. Donc là, vous avez les dispenses d'exercices cartographie pour les dyspraxiques, l'adaptation de l'exercice de dictée, c'est la fameuse dictée à trous, s'exprimer à l'écrit par rapport à un projet, un soutenance à l'oral. Vous avez également la compréhension, la dispense de la composante compréhension, s'exprimer à utiliser une langue étrangère, par exemple. Alors, je la passe. Donc, les dictées à choix multiples, ça c'est connu. Avec l'exemple, ouais, c'est parce qu'en fait, on a un défilement, excusez-moi, c'est pas grave. Je sais pourquoi. Donc ça, c'est le fameux dictée. Donc, il y a l'évaluation positive, c'est-à-dire qu'au lieu de noter, finalement, vous faites des fautes, dont -1, -1, ben, on note que les mots corrects.
orthographié. Donc, chaque mot rapporte 0,5 points. Donc, ce qui change complètement la donne, au lieu d'avoir moins 20, vous pouvez vous retrouver quand même avec une note positive du style 8, 9, 10, 11, 12 sur 20. Ça s'appelle l'évaluation positive. La conservation des notes, on en a parlé. Ça, il faut vraiment y penser sur 5 ans. C'est important, c'est prévu dans les textes. Alors, il est pile poil 20h59. Ce que je vous propose, c'est vrai que c'était un peu dense dans les textes, mais je vous avais prévenu, c'est un peu complexe. Mais il faut savoir que vous avez des tas de droits, des choses que de tas d'élèves et de familles ne savent pas, et souvent se contentent de demander juste le tiers-temps. Donc, on va essayer de voir si on a été clair, peut-être pas. Donc, je vais lancer le fameux quiz, et je le lance et je vais vous lire les questions. Vous répondez par vrai ou par faux. Donc, la procédure simplifiée que vous a expliqué Valérie, la procédure simplifiée permet de ne pas avoir à redemander des bilans à des professionnels de santé. C'est vrai ou c'est faux? Donc, si on a été clair, vous allez savoir répondre. Mais c'est pas grave, on pourra vous... Alors, est-ce que vous voyez le sondage, tout le monde? Oui? Valérie, est-ce que tu le vois? Oui. Bon. Vous avez la deuxième question. C'est la procédure complète, c'est-à-dire que vous devez avoir un dossier complet avec les bilans et tout, et tout, et tout. Donc, pour la procédure complète, elle est nécessaire quand le plan d'accompagnement personnalisé ou le projet personnalisé de scolarisation ne formalise pas les aménagements correspondant aux besoins du candidat. En gros, vous avez un PAP et un PPS où il n'y a rien de rédigé, où vous n'avez pas de PAP signé, enfin, il n'existe pas. Donc, du coup, est-ce que c'est vrai qu'il va falloir passer par une procédure complète pour justifier les besoins d'aménagement? C'est bizarre, je ne vois pas défiler le... On voit 2 questions, mais Vous voyez 2 questions, il faut descendre. Mais est-ce que vous pouvez répondre? Parce que je ne vois personne répondre. C'est louche. Bon, bref. C'est pas grave. Ensuite, pour le bac, le candidat peut être évalué qu'à l'écrit ou qu'à l'oral, selon les épreuves. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, ce que je vous propose pour avancer, est-ce qu'il y a un cobaye qui voudrait répondre à ces 3 questions pour qu'on voie si vous aviez tout compris ou pas? Allez-y, prenez la parole, vous pouvez y aller. Et puis après, on enchaîne sur des questions. Je vais arrêter le sondage parce que je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est bizarre. Je vais relancer. Relancer le sondage. Je relance. Non. Valérie, essaye d'y répondre au sondage. alors, tu crois que je peux? Bah oui, vas-y. Non, j'ai l'impression que ça marche pas. Non. Bon, C'est pas grave. Allez-y, répondez. Répondez, j'arrête le sondage. Ça sert à rien. Alors, la procédure simplifiée permet... Il y a quelqu'un donc qui... Oula. Il faudrait parler? Oui, allez-y. Alors, la procédure simplifiée permet de ne pas avoir à redemander des bilans à des professionnels de santé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Mon Dieu, on a perdu tout le monde. Vrai, c'est quand on a déjà le PAP ou le PPS, non? Voilà, c'est Très vrai. bien. Très bien. Ensuite, la procédure complète, elle est nécessaire quand finalement rien n'est formalisé. c'est vrai aussi. Et, ouais. Et pour le bac, le candidat peut être évalué qu'à l'écrit ou qu'à l'oral, dans ce que vous avez demandé. Possible ou pas? C'est vrai aussi. Et voilà, c'était vrai les 3.
Alors, on est disponible maintenant pour les questions. De toute façon, vous retrouverez sur notre site plein de ressources disponibles. Et puis la pub, enfin pas la pub, mais le replay de la dernière journée des 10 qui est disponible. N'hésitez pas à aller voir les capsules puisque la matinée était consacrée à l'éducation, à la scolarité. Allez, on vous écoute pour quelques rafales de questions pour ceux qui se lancent. Il y a 2 personnes qui ont levé la main, Nathalie. Allez-y, je vais couper la... Hop là, comme ça je vois qui. Allez, Bonsoir. allez-y Liliane. Ouais, c'est moi. Moi, j'avais une petite question. C'est une nouveauté, le fait que la demande aux aménagements, ça doit être fait l'année précédant l'examen? Oui, depuis 2020. Ça veut dire qu'un jeune qui est en première année de CAP, pour la demande pour le CAP, il faut qu'on la fasse cette année sur la première année de CAP. Sachant qu'il a eu des aménagements au brevet. Hein. Oui, Ah, bah, mais oui. Bah, du coup, ça facilitera sans doute votre demande, puisque vous avez déjà tous les éléments. Mais oui, il va falloir la formuler. En principe, oui, cette année que normalement, mais demandez, assurez-vous de toute façon, rapprochez-vous de la direction de l'établissement pour leur demander déjà le formulaire à remplir. C'est eux qui doivent vous le remettre. Et à cette occasion, vous leur posez la question sur le planning, sur les dates de remise du document, etc. Mais en principe, normalement, c'est l'année qui précède. En fait, le piège, c'est que sur le collège, la scolarité était quand même difficile, donc les aménagements s'imposaient. Là, sur le CAP, ça se passe plutôt très bien. Du coup, on n'a même pas forcément été sollicité pour refaire le PAP. Et moi, je crois que je me suis un peu laissée endormir sur ce coup-là, avec l'idée de dire le CAP en lui-même, c'est déjà, je ne sais pas si ça se dirait comme ça, mais une forme d'aménagement. Et du coup, je vois qu'on est en décembre et qu'on n'a pas lancé, c'est la première année qu'on n'a pas vu de prof principale pour faire le PAP. Il est toujours temps. Je ne sais pas pas quelle est trop la date butoir pour le CAP, mais rapprochez-vous quand même avant les vacances, là, rapprochez-vous quand même de l'administration, de l'établissement, et puis demandez les dates, hein. Et puis vous demandez à avoir quand même des aménagements. On ne sait jamais. Enfin, moi, je ne sais pas du tout quelle est la situation de votre enfant, mais Vas-y. donc c'est quand même important de le sécuriser quelque part, vous voyez. Peut-être que tous les aménagements ne sont pas nécessaires. Après, il faut voir aussi en fonction des épreuves, peut-être de l'examen lui-même. Quelles sont les épreuves où il va être en particulier en difficulté? J'entendais aussi dans votre explication le fait aussi que ça puisse servir pour la suite, parce qu'il envisage de partir sur un bac pro. S'il va au CAP sans aménagement, peut-être qu'il va perdre la possibilité d'en avoir au bac pro, en fait. Peut-être pas les perdre totalement, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est quand même important cette continuité. Hein. C'est ce que permet les nouvelles législations là, qui se mettent en place depuis 2020. Donc, il faut s'en saisir. Donc, je pense que prenez ça comme un outil et je pense que c'est important de permettre quand même cette continuité, même si, après tout, même s'il n'en a pas besoin, s'il passe son CAP, par exemple, dans son établissement qui est centre d'examen, et bien dans ce cas-là, vous ne mettez pas en place tous les aménagements, peu importe. Après, vous pouvez faire un accord, une sorte d'accord avec l'établissement s'il est centre d'examen. Vous voyez, après, je pense qu'il faut voir aussi vraiment la situation du jeune, quoi. Mais je vais voir avec le lycée. Merci. Oui. Alors, on va prendre une dans le chat. On donnera la parole à la personne qui a levé. Comment les professeurs qui notent les examens savent que les élèves ont des aménagements? Normalement, c'est anonyme, déjà. Mais c'est vrai qu'un élève qui va travailler sur son ordinateur et qui va rendre une copie peut-être numérisée, si, sous une clé USB, forcément, celui-là, on va se dire, tiens, au moment de la correction, il a eu des aménagements. On ne sait pas forcément exactement lesquels, mais en tous les cas, c'est déjà un aménagement de rendre sous format numérique. Donc, c'est pas totalement... il a une partie de l'information, quoi, mais il ne saura pas forcément de quoi il est question. Pour l'oral, s'il y a un lecteur-scripteur, c'est pas tout à fait anonyme, il voit qu'il a un lecteur-scripteur.
Oui, alors, Euh, excusez-moi, c'est moi oui. qui ai posé la question. C'est Ah, parce que ma fille, elle est dyslexique et dysorthographique. Oui, Donc, elle aura certainement un tiers-temps. Mais oui. concernant les fautes d'orthographe, il ne faut surtout pas la noter. Les fautes de grammaire aussi. Donc, si elle est notée là-dessus, habituellement, elle n'est pas notée. Donc, comment le noteur, enfin, la personne qui va la noter va le savoir qu'il ne faut pas la pénaliser? bah, justement, d'où l'intérêt peut-être de passer par un scripteur dans ce cas. C'est-à-dire Ou quelqu'un qui va, ordinateur. une aide humaine, qui va écrire sous sa dictée, par exemple, d'avoir un secrétaire scripteur comme l'a présenté tout à l'heure Nathalie. Quelqu'un qui écrit sous la dictée à l'oral. Et là, vous évitez les fautes d'orthographe. Ou Ordinateur. si elle a l'habitude d'utiliser l'ordinateur et le correcteur d'orthographe, pour le coup, elle va contourner la problématique. Mais il faut qu'elle soit En partie, habituée oui. à l'ordinateur, bien évidemment. Oui, mais justement, ce n'est pas le cas. Enfin, Et elle pour le écrit, brevet, quoi. Et... elle est au bac? C'est le bac? Je sais pas. Non, c'est le brevet des Ah, collèges. le brevet, c'est la dictée à trous. D'accord. Donc, elle aura une dictature. D'accord. Bah, il Ouais, il faut faut la demander, demander et il faut surtout qu'elle demander. s'entraîne. Et qu'elle s'entraîne. Bah, Ouais. alors, normalement, les dictateurs, elle en a déjà depuis plusieurs années au collège. Bien. Donc, ça, les professeurs, ça fonctionne bien avec. Puis, je les suis de près pour que ce soit bien mis en place. Et puis après, bah là, oui, on a fait la demande effectivement pour le brevet. Ah ben, Mais du impeccable. Vous coup, avez si vous demandé voulez, l'aménagement. voilà, mais pour les autres épreuves, ce ne sera pas à trous. Ben, voilà, quand il y aura des textes à écrire, elle n'a pas elle le fait elle-même. Donc, si vous voulez, les professeurs la connaissent, donc eux, voilà, ils la pénalisent pas là-dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer, du coup, au brevet sur les autres matières. Cet aménagement n'existe pas, la tolérance à l'orthographe. Ah, c'est bien la problématique. Enfin, c'est bien dommage. Voilà. Donc, D'où le scripteur. c'est ça. Oui, mais elle n'en a jamais eu et le professeur principal ne me l'a pas proposé. Et de toute manière, les aménagements, la date limite, c'était avant le 9 décembre. Donc, c'est fait, hein, c'est trop tard. Hum. Ben, je vous remercie. Je saurai au moins si elle poursuit Oui, sur oui, c'est le d'autres brevet. diplômes. On passe le brevet et après, après les autres, ça n'empêche pas de demander des choses Oui. supplémentaires pour les épreuves, Comme, le bac ou. comme on Oui, l'a c'est expliqué tout exactement ça. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, la difficulté, c'est que effectivement, admettons qu'elle passe un baccalauréat ensuite et que vous pensez qu'il est utile qu'elle puisse avoir ou qu'elle ait besoin d'avoir un lecteur ou un scripteur, enfin on parlait de scripteur, et bien là, il faudra quand même anticiper tout ça de manière à étayer un dossier, parce que là, pour le coup, il faudra que vous fassiez une demande complète. Vous ne pourrez pas demander à ce que à faire une demande simplifiée parce que le scripteur ne sera pas parmi les aménagements qui lui auront été octroyés pour le brevet. Donc là, il faudra vraiment anticiper et bien étayer le dossier de manière à faire cette demande de scripteur éventuellement, si besoin était. Je vous remercie. Ça vous paraît clair? Oui. Oui, oui, très Ouais, bien. Oui, oui. Puis c'est voilà pour la suite. De toute manière, Bien on sûr. apprend toujours des choses, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Ouais, là, notamment sur l'orthographe, Magali disait qu'il fallait le demander, mais Laetitia, qui est notre experte, dit que maintenant cet aménage non pris en compte de l'orthographe n'apparaît plus. Hélas. Depuis quand? Enfin, bon, dans le chat. Les SECPA, les Ulysse, ils ont droit au même aménagement de tout ce qu'on vous a dit. C'est-à-dire, et bien spécifié pour les élèves en Ulysse qui ont des AVS collectives, des AVSH collectives, de spécifier dans le PPS qu'ils ont besoin d'aide humaine. Effectivement, ça justifiera le lecteur-scripteur. Dans la nomenclature, il y a l'AVS, enfin l'AESH maintenant, pardon, qui peut être précisé dans la demande. C'est-à-dire qu'on peut demander la présence d'une AESH. Tout en cochant assistant, reformulation, etc., scripteur, lecteur, enfin. Et c'est pas parce que vous n'avez pas eu une auxiliaire, enfin une AESH tout le long de l'année, hein, parce que quand vous avez 16, 17, 18 ans, vous n'avez pas droit au lecteur-scripteur. Vous pouvez avoir un lecteur-scripteur, même si tout le long de l'année, vous n'avez pas eu une AESH. Enfin, voilà.
Donc, c'est pas incompatible. Vous pouvez demander ça à cause de la lecture, à cause de l'écriture qui est dans un temps contraint et que le tiers-temps ne suffit pas, quoi. Il y avait une question sur dossier MDPH et je n'ai pas eu le temps de voir. Moi. Est-ce que faire un dossier MDPH simplifie les demandes d'aménagement pour un enfant qui a déjà un PAP? Là, de toute façon, c'est ou le PAP ou le PPS. Donc, le PPS, ce sera s'il a une reconnaissance MDPH. Mais on ne peut pas avoir les deux, c'est l'un ou l'autre. Oui, alors le PPS, malheureusement, ils sont pas rédigés. Donc, en fait, ils donnent de la puissance dans les demandes parce qu'il est opposable, alors que le PAP n'est pas opposable. En clair, les préconisations d'aménagement tout le long de l'année sont parfois pas appliquées. Pour des raisons de matériel, isoler un élève pour le contrôle continu, ils n'y arrivent pas, ils ont personne pour le surveiller. Bon bref, les enseignants font comme ils peuvent et donc du coup, ils appliquent pas forcément les aménagements et parfois, les notes sont chutées, on va dire. Le Donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un plan d'accompagnement personnalisé, un PAP et un PPS ou un PPS, vraiment vous avez les aménagements possibles dans les textes. Le PPRE n'est pas dedans, c'est pas considéré comme, dans le champ, finalement, du handicap, hein, ou des besoins très spécifiques, qu'ont les 10, notamment. On est bien sur des troubles durables, c'est pas passager. Puis vous avez les PAI qui sont mentionnés, dans la circulaire parce que tout simplement, vous pouvez très bien être diabétique et dyslexique, et le PAI permet justement, la prise de médicaments, enfin et cetera. Donc, PAI, PAP, PPS, il n'y a que des P. Tout ça permet de monter les dossiers d'aménagement aux examens et c'est vraiment, elle l'a dit Valérie, hein, comprenez bien que dès que vous le faites dès le collège, le plus tôt possible, les dossiers passent plus facilement, les demandes sont plus faciles et finalement, la réalité des troubles, sont avérées, quoi. Mais plus vous les demandez tardivement, plus on vous demandera de prouver que le trouble existe et donc vous repassez, finalement, devant des professionnels de santé qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale au passage et donc c'est très coûteux. Voilà. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Je voulais juste préciser ma question. En fait, j'ai déjà un PAP, on a déjà un PAP et je m'apprête à faire le dossier MDPH. En fait, je l'ai presque terminé. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Alors pour l'année prochaine, le brevet, non, on restera sur le PAP, j'imagine, pour l'aménagement. Mais ensuite d'avoir le dossier, est-ce qu'en seconde et au niveau du bac, si j'ai une notification de la MDPH, est-ce que ça va m'apporter un avantage? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Non, pas forcément, vous pouvez tout obtenir. Mais avec un PPS, c'est plus facile parce qu'il y a vraiment une réalité, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a reconnu le handicap, il est plus fort en fait, il va Donc j'ai au-delà. quand même intérêt à poursuivre ma démarche alors. Alors si vous avez besoin d'une prise en charge d'ergothérapeute, c'est la MDPH. Ce que vous risquez de ne pas obtenir auprès de la MDPH, c'est que les aménagements pédagogiques. Le PAP, il est là pour ça. Si vous avez besoin de prendre en charge de l'ergothérapeute, un neuropsychologue, une AESH, enfin un ordre Ah financier. non, moi c'est surtout pour, reconnaître qu'il peut utiliser l'ordinateur pour les examens. Moi, c'est ça qui m'intéresse d'abord. C'est-à-dire que j'ai peur que, par exemple, s'il change d'établissement, au collège, tout va bien, mais s'il change d'établissement, j'ai peur que ce qu'il avait avant, il en bénéficie plus. C'est surtout ça, en fait. Normalement, avec un PAP, vous pouvez tout à fait, vous êtes tout à fait autorisé à utiliser votre ordinateur en classe, déjà. Et pour les examens aussi, ça n'a Oui, aucun. mais il faut que l'équipe enseignante veuille bien le mettre en place. Je vais vous dire, enfin, c'est ce que vous a dit Nathalie différemment, mais en fait, le souci, c'est que vous ayez un PPS, donc une reconnaissance de handicap ou un PAP, de toute façon, s'il y a des réticences, elles persisteront, voilà, dans un cas comme dans l'autre, malheureusement. D'accord, merci Enfin, beaucoup. moi, je le vois encore hein, en ESS aujourd'hui, avec des freins, enfin hier plutôt, des freins, et pourtant pour un enfant qui a une reconnaissance de handicap,
Voilà, et donc des aménagements qui ne sont pas mis en place, des adaptations pédagogiques et des aménagements qui ne sont pas mis en place pour un élève de troisième. En revanche, une fois que vous avez les notifications des mesures d'aménagement aux épreuves, même avec votre PAP finalement, et que vous avez besoin pour les stages, pour la voie professionnelle, de la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, vous faites un dossier MDPH avec ces éléments-là, plus un certificat médical du médecin généraliste qui justifie que vous avez besoin d'adaptation de poste de travail, notamment parce que vous faites des fautes d'orthographe et tout et tout. Et là, la MDPH statuera sur la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH. Vous voyez, c'est pas incompatible. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de PPS que vous ne pouvez pas avoir cette reconnaissance pour justement avoir les aménagements au poste de travail. Mais c'est plus facile, la MDPH, quand vous lui demandez juste ça, c'est plus facile pour elle d'évaluer les besoins, la compensation, alors que quand vous demandez une AESH au lycée alors qu'il n'en a jamais eu avant, enfin vous voyez, alors que finalement le PAP suffit. Elle va évaluer vraiment si vous avez besoin d'autre chose que des adaptations pédagogiques, en gros, hein. Mais ce n'est pas incompatible avec un PAP, vous pouvez vous en sortir. Donc on va bien évidemment mettre tous les replays des 5, on va diffuser ça très rapidement avant Noël, et vous retrouvez également tout ça sur le site d'AESIO, et on va faire un article également sur la fédération pour les garder, les 5 webinaires, pour que les personnes qui ont raté le début ou la fin ou qui ont raté le webinaire puissent les voir. Oui, bonsoir. Oui, En allez-y. même temps, j'avais 2 Oui, petites allez-y. questions. Je suis en train de faire une demande complète. Mon fils est en 4e. Et donc, en fait, il a des aménagements, mais officieux pour l'instant. Donc, du coup, je voulais savoir sur la demande, est-ce qu'il faut quand même que je coche, enfin, qu'il a des aménagements, du coup? Parce que ce n'est pas validé par un PPS ou un PAP, mais il a quand même des aménagements. Il a les notes qu'il a avec des aménagements. Dans ce cas-là, vous avez peut-être intérêt à vous faire soutenir dans votre dossier de demande par l'établissement scolaire, les enseignants. Si c'est ponctuellement, je ne sais pas moi, certains profs qui le font, que ces professeurs vous rédigent un document que vous D'accord. pourriez mettre dans votre dossier. Je ne sais pas, donnez-moi un exemple, par exemple. La dictée aménagée. La Eh bien, par professeure de français exemple, aménage la dictée. dans ce cas-là, le professeur de français peut tout à fait faire un document écrit, ou alors ça peut être chapeauté par le prof principal. Enfin, je ne sais pas, après, tout dépend comment fonctionne l'établissement. Mais moi, je vous invite vraiment à présenter des écrits parce que là, du coup, on va tracer les choses et on pourra, au contraire, voir qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place, même si ce n'est pas officiel. Oui, alors il y a un PPS qui est en cours d'élaboration et j'ai bilan, neuropsy, ergothérapeute, Et ben, vous mettez tout ça, vous mettez tout ce orthophoniste, que vous avez. graphothérapeute. Alors, grapho, peut-être pas, parce que c'est officiellement pas reconnu comme spécialité paramédicale. Mais du coup, en revanche, si vous avez d'autres choses, oui, mettez-les. D'accord. Et par contre, c'est pareil, donc dans les documents potentiellement joignables, il y a marqué, je suis pensée noter certificat ou avis du médecin. Mais Oui. ça veut dire qu'il faut que le médecin traitant aussi, comme pour le dossier MDPH, il faudrait que le médecin traitant fasse un certificat. Ben, C'est ça pas peut très être clair bien, pour moi. ça peut être bien pour appuyer effectivement. Alors, soit vous avez, si vous êtes en train de monter un dossier MDPH, vous avez peut-être en lien avec un médecin spécialiste. Non, c'est le médecin traitant qui a rempli le formulaire du dossier Pour la MDPH. MDPH? Ah, Alors, pour une première vraiment, demande? Pour Oui. une première demande, alors là, moi, je vous déconseille après, ça dépend peut-être des cas de figure, mais en principe, les MDPH exigent quand même que ce soit un médecin habilité ou agréé qui soit spécialiste des troubles, surtout pour une première demande. Et comment je trouve la liste de ces médecins alors vous êtes dans quel département?
87, Haute-Vienne. Haute-Vienne, c'est Limoges. Oui, c'est ça. Oui, alors à Limoges, je pense que vous pouvez trouver. Alors, Peut-être au CHU, il y a un CHU à oui, il y Limoges. a quelque chose. Oui. Il y a un médecin qui est expert là-bas. J'ai plus le nom en tête, mais en fait, le certificat médical, hein, il doit être très descriptif, c'est-à-dire que le médecin, il fait une synthèse médicale de ce qu'ont fait les professionnels de santé. C'est-à-dire, l'orthophoniste a dit qu'il était dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, hein, et je ne sais quoi. L'ergothérapeute dit qu'il est dyspraxique, enfin voilà, et le médecin redit tout ça. Mhm. Et par contre, il décrit bien qu'est-ce qui gêne la personne dans les apprentissages et en dehors des apprentissages. Pour qu'il y ait une reconnaissance de la MDPH, il faut un impact Sur la social, vie quotidienne. dans la vie quotidienne, c'est-à-dire l'isolement, des problèmes finalement pour se déplacer, il se perd, tous les impacts dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le webinaire numéro 3, je crois. Je ne sais plus, ou le 3 ou le 4, mais en tout cas, il faut vraiment que le médecin décrive tout l'impact, les conséquences de ce trouble à l'école et dans la vie quotidienne, en famille, dans la pratique des loisirs, hein, dans la pratique des sports, etc. Ce qui importera, c'est ce qui permettra à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH d'évaluer le besoin et finalement l'ampleur des dégâts. Hein. Mais s'ils se contentent de dire il est dyslexique, point, ça ne va pas marcher. Ça risque de bugger, Non, dire que vous n'êtes pas dans le champ du handicap. non, elle a bien décrit Parfait. ce que vous dites. Et moi, je le remets dans le projet de vie, en fait. Tout ça, je l'ai aussi décrit dans le projet de vie. Il ne faut pas hésiter à décrire vraiment ce que vous vivez au quotidien. Pour certains, il y a des colères, il y a des troubles, du TDAH, dire voilà les conséquences, il ne dort pas. C'est ça. Il faut décrire vraiment tout. Et là, pour le coup, ça va marcher. Mais si vous avez, il y a des médecins qui sont, dirais-je, laconique. avec des PCO, par exemple, des plateformes de coordination, qui sont bien au fait de comment remplir un dossier MDPH. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà. Est-ce que ça peut être un médecin scolaire qui fait ça? Oui, c'est possible. Ouais, Ça pour avoir C'est un rare, mais rendez-vous. ça arrive. Mais à condition qu'il soit en capacité de le faire. Mais c'est rare. Et du coup, donc pour la demande d'aménagement pour le brevet, est-ce qu'il faut qu'il y ait ce document-là d'un médecin ou est-ce qu'on peut faire sans? Juste avec les bilans neuropsy, ergothérapeute, orthophoniste. C'est bien si vous présentez une synthèse médicale. Il faut que le médecin qui fasse le fameux certificat médical, c'est un médecin qui le remplit. Ça ne peut pas être l'orthophoniste qui a rempli le certificat médical. C'est un médecin. Oui, voilà, mais est-ce qu'il est obligatoire là. Pour la demande d'aménagement, est-ce qu'il est obligatoire, ce certificat Si vous médical? faites une demande complète, oui. Voilà, il faut vraiment que vous ayez un dossier étayé le plus possible. Donc, nous, on vous conseille plutôt d'avoir un certificat médical, mais qui soit, comme l'expliquait Nathalie, bon là, ce n'est pas pour une demande MDPH, c'est pour des demandes d'aménagement. Mais si vous voulez vous assurer d'obtenir ces aménagements, sachant qu'il n'y a pas d'aménagements qui sont établis en cours d'année, hein, il n'y a rien, vous n'avez aucun document qui atteste de ça, en tous les cas pour le moment. Donc, il faut vraiment que vous étayiez votre dossier, quoi. Et ça peut être un élément déterminant parce que le médecin qui va examiner, alors bon, il y a l'équipe pédagogique hein, qui va peut-être valider ce que vous allez demander, ou vous pouvez le faire en concertation aussi. Hein. C'est vrai que ces deux colonnes qui se suivent, elles peuvent tout à fait être, si vous avez de bons contacts avec les enseignants et l'équipe pédagogique, au contraire, ça peut être très bien de le remplir ensemble. Oui, on l'a fait avec la directrice. Voilà, par exemple. Il y a le GEVASCO à remplir. Hein. Et puis, non, mais là, on parle des aménagements. Hein. Oui, mais c'est un PPS. Et ben, moi, j'ai compris qu'il n'était pas fait, le PPS, là. Il est en cours d'être, le GEVASCO est en train de se faire. Voilà. Alors, le GEVASCO,
il faut très le donner. utile, Il faut, ouais. bien marquer les aménagements tout le long de l'année dans le GEVASCO. Parce que si le PPS ne sera pas rédigé sur le plan pédagogique, c'est le GEVASCO qui va nous permettre de revenir vers les instances. S'il y a des recours possibles, le GEVASCO peut nous aider. De toute façon, D'accord. avec que l'on ait un PAP ou un PPS, ou pas de PPS, mais un GEVASCO, de toute façon, il faut fournir ces documents-là dans le cadre de la demande d'aménagement. C'est D'accord. impératif. Voilà. Et le certificat donc, du médecin pour l'aménagement du brevet, est-ce que c'est un document qui a une forme particulière? Parce que je sais que j'ai cru comprendre que des fois, voilà, il y avait. Est-ce que ça a une forme particulière ou quelle forme ça peut prendre du coup? Alors, je sais qu'il y a des rectorats qui, en tous les cas, à une certaine époque, diffusaient des modèles, en quelque sorte. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça soit… Enfin, moi, en tous les cas, dans mon département, par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a pas de modèle type. Mais là encore, si vous faites faire un certificat médical, il faut quand même qu'il soit un peu détaillé sur un minimum d'historique, en tous les cas, pour que l'évaluateur puisse vraiment se servir en appui de ce document, quoi. Donc, par exemple, dans ce document, il faut faire un petit historique du repérage, enfin du diagnostic de l'enfant, dire que le médecin est le médecin traitant depuis, je ne sais pas moi, admettons si c'est un médecin traitant qui suit l'enfant depuis belle lurette et qui, en plus, peut être amené à prescrire lui aussi, par exemple, les rééducations orthophoniques, faire les demandes, enfin voilà, bah, tout ça, c'est quelque chose qui montre qu'il y a quand même un accompagnement médical qui se fait déjà depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est important de montrer ça parce que d'emblée, le médecin qui va évaluer le dossier va se dire, bah, tiens, là, on ne part pas de rien, il y a un historique. Quel est l'historique? J'en prends connaissance. Et là, pour évaluer une situation, c'est quand même important. Donc, tous ces éléments-là que vous allez peut-être construire avec le médecin traitant, essayez peut-être au préalable de lister les choses de manière à lui faciliter le travail, parce qu'il ne se rappellera peut-être pas de tous les événements. Donc, essayez de lui lister un document, présenter un document pour qu'il puisse s'appuyer là-dessus et rédiger quelque chose. Et puis, alors, d'une part, il y a l'historique, mais il y a aussi l'actualité, c'est-à-dire l'actualité de l'enfant. C'est un choix donc, de l'orienter vers une demande MDPH parce que, je ne sais pas moi, il y a des difficultés qui nécessitent des accompagnements particuliers, de renforcer les soins, etc. Enfin, et donc, qui peuvent être… Et dans ce cas-là, le médecin peut s'appuyer aussi sur les documents que vous allez lui présenter, qui sont les bilans orthophoniques, ergo, ou je ne sais pas, psy, neuropsy, enfin, voilà. D'accord. Moi, je construirai les choses de manière à ce que vraiment, on voit, si vous voulez, qu'il y a une démarche. OK, il n'y a pas d'aménagement pour le moment, mais il y a une démarche en parallèle auprès de la MDPH. Vous voyez que tout ça ne tombe pas du ciel et que non, vous ne demandez pas des aménagements de confort, c'est vraiment parce qu'il y a des besoins. D'accord. Okay. Par contre, il y a une dame qui disait tout à l'heure que la date de dépôt était passée, que c'était là au mois de décembre, mais je crois que c'était sur le 2e trimestre. Du coup, ça me fait un peu peur. Je viens de dire en décembre, c'est peut-être fini pour chez moi aussi, dans le 87. Ah oui, sûrement. Ah, super. Et dans ce cas-là, vous êtes en 4e? Oui. Pas foutu, on peut le faire non, mais moi, vous embêtez pas avec ça non plus. Moi, je suis d'accord avec Nathalie. Il faut, tant pis. En plus, vous êtes en train de construire un dossier, donc vous pouvez peut-être jouer là-dessus aussi. Enfin, jouer sur cet aspect-là en disant, voilà, bah, effectivement, pour le moment, il n'y a rien, mais là, il faut qu'on est en train de demander quelque chose. Vous voyez, jouer peut-être sur cet aspect de la situation. D'accord, ok. Merci. Et puis, de toute façon, vous savez, une fois que vous avez fait vos dossiers, ils mettent un temps fou à répondre et vous avez demandé finalement plein de choses et ils vous accordent rien ou juste le tiers-temps. Donc, du coup, vous serez amené à nous recontacter. En fait, en gros, il ne faut pas désespérer. Le but, c'est de vraiment s'y prendre assez tôt et demander les choses. Et dès qu'on a un premier refus, n'hésitez pas à nous contacter. contact@ff10.fr. Au secours, on m'a refusé des aménagements. Mais si vous fournissez un dossier étayé, moi, je pense que c'est tout à fait recevable, quoi. Oui, oui, oui.
Et puis, s'ils ne le reçoivent pas, là, vous pouvez faire un recours. Enfin, voilà, il y a moyen Alors, de… vous savez qu'il y a une bizarrerie. Il y a une bizarrerie, c'est que quand l'administration ne répond pas, ça veut dire qu'elle refuse. Hein. Un MDPH, c'est ça. Hein. Alors, je ne sais plus quel délai. 4 Pas de mois. réponse. 4. 4 mois? 4. Ah ouais. Non, ouais, voilà. Bon, en fait, c'est bizarre, quoi. On savait que quand on faisait ce webinaire, donc le 13 décembre, on arrivait après les aménagements. Hein. On en avait conscience, mais on a étalé ça sur, depuis septembre, 5 webinaires avec, on va dire une graduation. Enfin, on passait qu'est-ce que les 10, comment on les repère, comment ils accompagnent, et puis on finissait par le Graal, c'est-à-dire les aménagements. Et certes, on arrive après les dates butoirs, mais écoutez, si vous êtes en cours, il y a moyen quand même de peut-être faire quelque chose si vous êtes vraiment en 3e et que vous voulez absolument déposer quelque chose. Mais en règle générale, si vous avez suivi les 4 derniers webinaires, les choses s'installent bien avant la 3e. Les 10, ça se repère bien avant 12 ans, en fait. Donc, Ouais. je sais que c'est compliqué pour la pose des diagnostics, mais en gros, si tout peut être fait au primaire, ça évite, on va dire, des problèmes psychologiques que peuvent vivre ou de mal-être ou d'estime de soi très, très dégradée. Mais bon, ça arrive, on en a plein qui arrivent en 6e, 5e et qui n'ont absolument rien parce qu'il y a des déserts médicaux, parce qu'il n'y a pas de médecin scolaire pour faire les PAP et que c'est une catastrophe. Tout ça, on le sait. Et croyez-moi, on le dit haut et fort que c'est inadmissible. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas, c'est pas foutu avec des bilans. Il y a moyen de monter des demandes, des aménagements. Juste sur la demande MDPH, effectivement, ils ont 4 mois pour vous répondre, mais dans la pratique, enfin, il y a beaucoup de départements qui sont incapables de répondre dans les 4 mois. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas répondu dans les 4 mois que la réponse est forcément négative. Il faut vraiment vous rapprocher de la MDPH parce que ça peut prendre énormément de temps. Par exemple, nous, dans notre département du 91, actuellement, on est plutôt à 8, 9 mois, voire plus, pour des réponses. Ça peut aller jusqu'à 1 an et demi. Voilà. Donc, Et pour les réponses des aménagements aux examens, sachez que les délais de recours sont très courts. oui. On vous demande tous les documents avant le 30 novembre et les réponses arrivent comme par hasard en février, mars, avril, voire début mai. Donc là, pareil, hein. Si vous n'avez pas de réponse, que ça vous inquiète, il faut réclamer. Et 2, nous saisir si vous sentez que c'est négatif. Parce qu'il faut qu'on ait le temps de négocier la révision du dossier. Et là, on a une expérience avec Valérie d'un dossier de concours où on s'est battu jusqu'au dernier jour et la veille du concours, la jeune fille a bien eu sa calculatrice, tout bêtement, hein, avec une dyscalculie, la veille du concours. Mais bon, c'est une manœuvre parce que tout simplement l'administration est surchargée. Et donc, du coup, même s'ils demandent très tôt les dossiers, ils sont incapables de vous donner des réponses dans des délais corrects. Voilà. Mais justement, hein, plus c'est long, plus c'est tardif, moins vous avez le temps de faire des recours. Voilà, il est 21h38, c'est l'heure de manger. En tout cas,